comment peut-il se faire qu'un groupe de représentation aussi intensément marqué puisse être maintenant isolé? Généralement, en effet, le rôle joué par une idée gagne en importance suivant la charge affective de celle-ci. Pour répondre, il faut tenir compte de deux faits que l'on peut considérer comme bien établis, à savoir que les douleurs hystériques apparurent en même temps que se forma le groupe psychique en question. La malade s'opposa énergiquement à toute tentative d'établir une association entre le groupe psychique isolé et le reste du contenu du conscient, puis, une fois que malgré elle cette liaison se trouva faite, elle en éprouva une grande souffrance morale. Suivant notre conception de l'hystérie, ces deux facteurs sont liés à la dissociation du conscient. Nous prétendons en effet que le deuxième fait donne l'indication du motif de la dissociation et le premier l'indication du mécanisme de ce processus. La défense, la révolte de tout le moi contre l'acceptation de ce groupe de représentation en était le motif, à savoir la répulsion de tout le moi s'accommoder de ce groupe de représentation. Le mécanisme consistait en une conversion, c'est-à-dire qu'en lieu et place des douleurs morales évitées, des douleurs physiques survinrent. La transformation fournissait un avantage du fait que la malade échappait à un état moral insupportable, mais au prix d'une anomalie psychique, d'une dissociation du conscient et d'un mal physique, les douleurs sur lesquelles s'établit une abasie. Bien entendu, je ne saurais indiquer comment on effectue en soi-même une pareille conversion. Il est évident qu'il ne s'agit point là d'un acte intentionnel, volontaire. C'est un processus de défense qui se produit dans un individu, lorsque l'organisation de celui-ci l'y prédispose ou s'y prête à ce moment-là. On a le droit de serrer la théorie de plus près et de demander « Mais enfin, qu'est-ce donc qui se transforme en douleur physique ?» Avec prudence, on répondra quelque chose qui aurait pu et qui aurait dû donner naissance à une douleur morale. En se montrant un peu plus hardi et en tentant de donner une sorte d'exposé algébrique du mécanisme des représentations, on attribuera au complexe idéatif de cette inclination demeurée inconsciente une certaine charge affective, et l'on dira que cette dernière quantité qui a subi la conversion, c'est cette dernière quantité. Cette manière de voir aurait pour conséquence de faire penser que l'amour inconscient dut perdre en intensité au point de n'être plus qu'une représentation dénuée de puissance. Son existence en tant que groupe psychique isolé ne serait alors rendue possible que par cet affaiblissement. Cependant, le cas exposé n'est guère fait pour rendre compréhensible un sujet aussi épineux, mais on n'y a probablement affaire qu'à une conversion incomplète. D'autres cas permettent de penser qu'il existe aussi des conversions totales et que dans celle-ci, la représentation intolérable a de fait été refoulée, comme seule peut l'être une représentation très peu intense. Une fois l'injonction associative réalisée, les malades affirment n'avoir plus pensé à l'idée intolérable depuis l'apparition du symptôme hystérique. J'ai soutenu plus haut que la malade, en certaines occasions fugitives il est vrai, reconnaissait consciemment aimer son beau-frère. Il en fut ainsi, par exemple, quand auprès du lit de mort de sa sœur une idée lui traversa l'esprit « Il est libre maintenant, je pourrai l'épouser ». Pour comprendre toute cette névrose, il faut bien mentionner l'importance de facteurs pareils. Mais à mon avis, la conception d'une hystérie de défense implique nécessairement qu'au moins un incident semblable ait été vécu. Le conscient ne sait pas par avance quand surgira une représentation révoltante. Celle-ci qui, avec ses idées connexes, a été chassée et a formé un groupe psychique indépendant, doit avoir été présente au début, dans le phénomène cogitatif, puisque sans cela, le conflit qui a donné lieu à l'exclusion ne se serait pas produit. Il en va autrement de l'hystérie hypnoïde, où le contenu du groupe psychique isolé n'aurait jamais été présent dans le conscient. Ce sont justement ces incidents-là qu'il faut qualifier de traumatisants. C'est lors de leur survenue que s'est produite la conversion et ses résultats ont été une dissociation du conscient et le symptôme hystérique. Chez Fraulein Elisabeth Monard, tout indique une pluralité d'incidents semblables, les épisodes de la promenade, de la méditation matinale, du bain, la scène du lit de mort. Peut-être même a-t-elle vécu de nouveaux instants semblables pendant son traitement. La multiplicité de ces facteurs traumatisants est rendue possible par le fait qu'un incident, analogue à celui qui fait naître la représentation intolérable,
redonne au groupe psychique isolé une nouvelle excitation et interrompt momentanément le succès de la conversion. Le moi contraint de se préoccuper de cette idée surgit et tout à coup renforcé se voit obligé de rétablir l'état antérieur par le moyen d'une nouvelle conversion. Fraulein Elisabeth, en continuelle relation avec son beau-frère, se trouvait particulièrement exposée à l'apparition de nouveaux traumatismes. Tout cas dont l'histoire traumatique eût été achevée dans le passé se fut avéré plus souhaitable pour mon exposé. Je passe maintenant à un point qui rend difficile, je l'ai déjà indiqué, la compréhension du cas présent. En me basant sur l'analyse, j'avais admis qu'il s'était produit chez la malade une première conversion à l'époque où elle soignait son père, c'est-à-dire au moment où ses devoirs de garde malade s'étaient opposés à ses désirs érotiques. J'y voyais le prototype des phénomènes ultérieurs qui devaient entraîner l'apparition de la maladie lors du séjour dans les Alpes. Toutefois, il ressort maintenant des dires de la patiente qu'à l'époque de la maladie de son père et dans la période de temps qui suivit, et que j'ai qualifiée de première période, elle n'avait éprouvé ni douleur ni trouble de la locomotion. Elle avait, il est vrai, dû garder le lit quelques jours pendant la maladie de son père, à cause de douleurs dans les pieds, mais il faut se demander s'il convient vraiment d'attribuer déjà à cet accès une origine hystérique. L'analyse n'arriva à déceler aucun rapport causal entre ces premières douleurs et une quelconque impression psychique. Il reste possible et même probable qu'il se soit agi là d'une simple douleur musculaire d'origine rhumatismale. Si l'on voulait admettre que ce premier accès résultait d'une conversion hystérique, par suite du rejet de ses pensées érotiques, un fait n'en demeurerait pas moins certain, c'est que les douleurs disparurent au bout d'un peu de jours. Ainsi la malade s'était comportée autrement dans la réalité que l'analyse ne semblait l'indiquer. En racontant les faits de cette soi-disant première période, elle accompagnait de manifestations douloureuses tous les récits relatifs à la maladie et à la mort de son père, aux impressions fournies par ses relations avec son premier beau-frère, alors qu'à l'époque où elle avait vécu ces mêmes émotions, les douleurs étaient inexistantes. Ne faudrait-il pas voir là une contradiction propre à diminuer de beaucoup notre confiance en la valeur explicative d'une semblable analyse? Je pense pouvoir réduire cette contradiction en admettant que les douleurs, produits de la conversion, n'avaient pas encore fait leur apparition à l'époque où la malade subissait les émotions de la première période, mais qu'elles étaient apparues plus tard, c'est-à-dire au cours de la deuxième période, celle où la malade reproduisit dans ses pensées ces mêmes émotions. Ce n'étaient pas les impressions fraîchement ressenties, mais leurs souvenirs qui avaient fait surgir la conversion. Je crois même qu'un processus semblable n'est pas inhabituel dans l'hystérie et qui joue régulièrement un rôle dans l'apparition de cette maladie. Toutefois, comme une pareille assertion ne saurait certainement pas convaincre, j'essaierai de la rendre plus plausible en citant d'autres faits d'expérience. Il m'arriva un jour, au cours d'un traitement analytique, de voir se déclarer chez ma malade un nouveau symptôme hystérique, de telle sorte que je pus aussitôt, après son apparition, m'attacher à le faire disparaître. Je vais donner ici les traits essentiels de l'histoire de cette malade, histoire assez simple mais non dépourvue d'intérêt. Fräulein Rosalie H., 23 ans, apprend le chant depuis plusieurs années afin de devenir cantatrice, mais se plaint de ce que pour certains sons sa belle voix ne lui obéisse plus. Elle a la gorge serrée, éprouve une sensation d'étranglement, de sorte que le son paraît sourd, et c'est pourquoi son professeur ne lui a pas encore permis de se produire en public. Bien que cette imperfection n'atteigne que le registre moyen, elle ne saurait être attribuée à un défaut de son organe. À certaines périodes, le trouble disparaît tout à fait, de sorte que le professeur se déclare très satisfait. D'autres fois, à la moindre contrariété, et quelquefois sans motif apparent, la sensation de constriction apparaît et le libre développement de la voix se trouve gêné. Il n'était pas difficile de déceler dans cette sensation importune une conversion hystérique. Je n'ai pu faire constater s'il existait réellement une contracture dans certains muscles des cordes vocales. J'ai encore eu l'occasion d'observer un autre cas où la contracture des masses terre rendait impossible à une cantatrice l'exercice de son art. De pénibles événements familiaux avaient poussé cette jeune femme vers le théâtre. À Rome, pendant une répétition très émue, elle eut soudain l'impression de ne plus pouvoir refermer la bouche et tomba évanouie. Le médecin appelé lui remit sans douceur la mâchoire en place, mais à partir de ce moment-là, la malade devint incapable d'ouvrir la bouche de plus d'un doigt et dut abandonner la carrière qu'elle venait d'embrasser.
Quand quelques années plus tard elle se fit soigner par moi, les causes de ces émois ayant évidemment disparu, un massage effectué au cours d'une légère hypnose suffit à lui permettre d'ouvrir largement la bouche. Cette dame a pu depuis lors chanter en public. Au cours de l'analyse hypnotique que j'entrepris, la jeune fille m'apprit ce qui suit sur son destin et parla sur la cause de ses troubles. De bonne heure orpheline, elle avait été élevée chez une tante, mère de nombreux enfants, et participa ainsi à une vie familiale des plus malheureuses. Le mari de cette tante, évidemment malade, maltraitait sa femme et ses enfants de la façon la plus brutale, et les faisait surtout souffrir par la présence sexuelle ouvertement manifestée à l'égard des domestiques et des bonnes d'enfants de la maison, ce qui devenait de plus en plus choquant à mesure que les enfants grandissaient. À la mort de sa tante, Rosalie devint la protectrice des orphelins opprimés par leur père. Elle prit son devoir au sérieux, fit front à tous les conflits dans lesquels l'entraînait sa situation, tout en ayant le plus grand mal à étouffer la haine et le mépris que lui inspirait son oncle. Note de 1924, ici encore il s'agissait du père et non de l'oncle. C'est alors qu'apparut la sensation de constriction de la gorge. Chaque fois qu'elle se voyait forcée de ne pas répondre, de supporter sans réagir quelque accusation révoltante, elle ressentait des grattements dans la gorge, un étranglement, de l'aphonie. Bref, toutes les sensations localisées dans le larynx et le pharynx qui l'empêchaient maintenant de chanter. Comment ne pas comprendre qu'elle chercha à se rendre indépendante, à échapper à toutes les agitations, à tous les émois pénibles que lui apportait chaque jour l'existence chez son oncle. Un excellent professeur de chant s'occupa d'elle avec désintéressement et affirma à la jeune fille que sa voix lui permettrait de devenir cantatrice. Elle prit alors des leçons de chant chez lui en secret, mais du fait qu'après les violentes scènes survenues à la maison, elle avait fréquemment la gorge serrée et se hâtait ensuite d'aller prendre sa leçon de chant, une corrélation s'établit entre le chant et la paresthésie hystérique, paresthésie préparée par la sensation éprouvée en chantant. L'organe dont elle aurait dû avoir la libre disposition pendant qu'elle chantait se trouva investi d'innervation résiduelle, conséquence de l'émotion étouffée après chacune des nombreuses scènes. Elle avait depuis quitté la maison de son oncle et s'était installée dans une ville étrangère afin d'être loin de sa famille. On ne trouva aucun autre symptôme hystérique chez cette jolie jeune fille d'une intelligence peu commune. Je m'efforçai de réduire cette hystérie de rétention par la reproduction de toutes les impressions irritantes et par abréaction secondaire. Je la laissai parler, discourir, jeter ses vérités à la face de son oncle. Ce traitement lui fit grand bien, mais malheureusement les conditions de son existence étaient fort défavorables. Elle n'avait vraiment pas de chance en ce qui concernait sa famille, et logeait chez un autre oncle qui, en l'accueillant amicalement, avait suscité à l'égard de la jeune fille l'animosité de la tante. Cette femme pensait que son mari s'intéressait trop vivement à sa nièce et faisait tout son possible pour rendre le séjour de Vienne insupportable à la jeune fille. Elle avait elle-même dans sa jeunesse été forcée de renoncer à sa vocation artistique et enviait maintenant sa nièce dont le talent pouvait être cultivé, quoique la jeune fille eût pris la décision de travailler le chant plutôt par besoin d'indépendance que par goût. Rosalie, dans cette maison, se sentait si gênée qu'elle n'osait pas, par exemple, ni chanter ni jouer du piano, quand sa tante pouvait l'entendre et éviter avec soin de jouer ou de chanter quelque chose pour son vieil oncle, frère de sa mère, quand sa tante aurait pu survenir. Pendant que je tentais d'effacer toutes les traces des anciennes émotions, d'autres se produisaient attribuables à ces hautes contrariétés, risquant de compromettre le succès du traitement et qui d'ailleurs entraînèrent la fin prématurée de ce dernier. Un beau jour, la patiente me fit part d'un nouveau symptôme datant d'à peine 24 heures. Elle se plaignait d'un picotement désagréable au bout des doigts apparu la veille, qui se produisait toutes les 2 heures environ et la contraignait à remuer les doigts rapidement et d'une certaine façon. Il ne me fut pas donné d'assister à cet accès, sans quoi, d'après les mouvements, j'en aurais sans doute deviné la motivation. J'essayai cependant de déceler tout de suite celle-ci par une analyse hypnotique. Le phénomène étant tout récent, j'espérais arriver rapidement à l'expliquer et à le supprimer. À mon grand étonnement, la malade me conta sans hésiter, et en suivant un ordre chronologique, toute une série de scènes ayant débuté dans sa prime enfance et où l'on pouvait trouver un point commun. Dans toutes, la patiente sans défense avait été victime d'une injustice, avec comme résultat un picotement dans les doigts. À l'école, par exemple, le maître lui avait donné des coups de règle sur les doigts
ce qu'il l'obligeait à lui présenter. Toutefois, il s'agissait là d'incidents banaux dont j'aurais volontiers contesté le rôle dans l'étiologie d'un symptôme hystérique. Il en allait autrement d'une scène survenue. Alors qu'elle était plus grande, le méchant oncle, qui souffrait de rhumatisme, avait exigé qu'elle lui massât le dos. Elle n'osa pas refuser. Il était au lit et tout à coup, rejetant ses couvertures, se leva et tenta de la saisir et la renverser. Naturellement, interrompant le massage, elle s'enfuit aussitôt et alla se réfugier dans sa chambre. Évidemment, ce souvenir lui répugnait et elle ne voulait pas dire si quelque chose l'avait frappée, alors que cet homme s'était subitement dressé nu devant elle. La sensation dans les doigts pouvait s'expliquer par la pulsion étouffée de le châtier, ou être simplement due au fait qu'elle était à ce moment-là occupée à le masser. Après m'avoir raconté cette histoire, elle m'en décrivit une autre dans laquelle l'oncle, chez qui elle demeurait, en ce moment, l'avait prié de lui jouer quelque chose. Croyant sa tante sortie, elle se mit au piano et s'accompagna en chantant quand soudain la tante apparut dans l'embrasure de la porte. Rosalie sursauta, ferma le piano et rejeta le papier à musique. Mais on devine quel souvenir surgit en elle et quelle pensée elle chassa de son esprit à ce moment-là, celle d'un soupçon injustifié qui devait la décider à quitter la maison, alors que son traitement l'obligeait à rester à Vienne, et qu'elle n'avait pas d'autre logis. Le mouvement des doigts que je pus observer lors de la reproduction de cette scène était celui d'un rejet, comme lorsqu'on repousse quelque chose loin de soi, que ce soit réel ou figuré par exemple, pour rejeter loin de soi un morceau de musique ou pour refuser quelque proposition. Elle affirmait péremptoirement n'avoir auparavant jamais ressenti ce symptôme, qui n'était pas apparu lors de la première scène racontée. Que penser alors sinon que l'incident de la veille avait réveillé le souvenir d'autres faits antérieurs et qu'ensuite le symbole mnémonique formé, avait englobé tout le groupe des souvenirs. La conversion s'était partagée entre l'affect nouveau et l'affect ancien, revenu à la mémoire.